Wesh la mif, vous vous êtes jamais demandé pourquoi on considérait que tel film d'horreur est bon alors que tel film est moins bon? Si c'est le cas, cette vidéo elle est faite pour vous. J'aime bien. C'est quoi un bon film d'horreur? Pourquoi est-ce qu'on considère Hérédité de Ari Aster comme un très bon film d'horreur alors que Slenderman de Sylvain White, qui est sorti la même année avec un budget similaire, est jugé très mauvais par les critiques? T'es une merde. Du coup, moi avec cette vidéo, je vais essayer de vous faire une petite analyse pour répondre à cette question de c'est quoi un bon film d'horreur? Avant de commencer, il est super important de faire la distinction entre deux éléments. L'histoire et l'intrigue. Pour beaucoup de gens, peut-être pour toi même, l'histoire et l'intrigue c'est qu'un synonyme. T'es en mode pourquoi tu me casses les couilles avec ça, c'est la même chose. Et là attention, c'est là que j'interviens. Pour être très précis, l'histoire, c'est simplement une suite d'événements logiques et cohérentes qui font avancer le récit du film, livre, série, etc. etc. Et c'est là que la nuance vient. L'intrigue, elle va plus se pencher sur la psychologie des personnages, leurs émotions, leurs motivations. Il peut y avoir plusieurs intrigues au sein d'une même histoire et ça c'est très très important à prendre en compte. Et l'élément principal, c'est d'impliquer émotionnellement le spectateur. Donc là j'espère que c'est clair et là maintenant on va rentrer dans un vrai exemple cinématographique. Scream de Wes Craven sorti en 1996. Un classique. Un classique certes, mais je vous rappelle que l'histoire est super banale. C'est vraiment tout banal. C'est juste un mec avec un masque qui va tuer des adolescents et puis c'est tout. Genre vraiment le slasher basique. C'est honteux. Mais c'est là que va intervenir l'intrigue. Justement, dans ce slasher, les victimes ont vu des films d'horreur. Sauf que malheureusement pour eux, Ghostface, lui aussi il en a vu des films d'horreur. Et pas qu'un peu. Donc là, directement, on est piqué dans notre curiosité. On veut savoir comment les victimes vont faire avec les connaissances qu'elles ont. Comment il fait? Et le film, il joue d'un élément très malin. On regarde plus simplement un slasher auquel on a été habitué, où le méchant est prévisible, les héros bêtes se séparent, etc., etc. Non, là, pour une fois, le tueur est malin et imprévisible. Et c'est là le coup de génie de Wes Craven de l'époque qui a révolutionné le genre du slasher. Je vous rappelle qu'à l'époque, avec des films comme Chucky, Halloween, c'est des bons films, mais le genre commençait à s'essouffler. Et Scream est venu raviver le genre, entre guillemets. Ainsi, on a la preuve qu'une histoire banale qui jouit d'une bonne intrigue peut pondre un très bon film. Important aussi, beaucoup de gens font l'amalgame entre Scary Movie et Scream. Ce n'est pas la même chose. Scream, ce sont de réels films d'horreur, de réels slashers, alors que Scary Movie, ce sont des parodies de films. Good shit. Ok, le premier point est fait. Là, on va vraiment rentrer dans le sujet. Ça va péter. Comment est-ce que le film t'a fait peur au final? Est-ce que c'est à cause des 27 jumpscares à la suite? De la musique, de l'ambiance? Finalement, il y a plein de choses qui peuvent nous faire peur dans un film d'horreur. Généralement, les gens ils vont répondre que les films d'horreur qui leur ont fait peur, ce sont les films où il y a des screamers. C'est logique, oui. Mais il faut faire attention, parce que il existe plusieurs types de jumpscares. On a les bons jumpscares, ceux qui sont trop lents, ceux qui sont trop rapides au contraire, et puis il y a aussi les screamers gratuits. Je vais vous montrer un exemple de screamer gratuit pour que vous compreniez ce que j'entends par gratuit. C'est relou, on est d'accord. Non, parce que toi, t'es là tranquille, tu manges tes popcorn, t'as un mec qui te crie dessus sans raison, t'as aucun setup, et c'est généralement ces types de jumpscares que les gens ne supportent pas. Donc, il est essentiel de comprendre que les jumpscares, c'est pas la clé pour faire un bon film d'horreur. Mais il faut quand même pas les mettre de côté parce que ça permet de recentrer l'attention du spectateur. Souvent, t'es au courant quand il y a un jumpscare qui va se pointer. T'as pas de lumière, t'as la musique assez basse, t'as un élément qui bouge, l'ampoule qui s'allume. On connaît ces choses-là. Et puis tu sais qu'il va se passer quelque chose, mais tu sais pas exactement quand. Et un bon screamer, il sait te faire attendre suffisamment longtemps pour que t'aies peur, mais pas trop pour que tu te dises frérot, c'est bon là, ça fait 6 ans j'attends, ça me fera pas peur. Donc là, je vais vous montrer deux exemples de screamer. Un bon screamer et un mauvais screamer. Le premier, le screamer de la tondeuse, de Sinister. La musique est très basse. On a une vue en première personne, style fan footage. On voit qu'un mec filme une famille. D'ailleurs, c'est très bizarre sa façon de faire. Il filme les gens en train de discuter au salon. Très creepy. L'ambiance fait, il y a un petit build-up qui se fait, qui nous met mal à l'aise. Et après arrive le fameux plan de la tondeuse, où on a un très petit élément de lumière auprès de la tondeuse, un bruit de fond très désagréable, et on le voit juste avancer, avec le plan qui bouge. Donc là, on a affaire à un très bon screamer. A l'inverse, le screamer de la vitre de Jumpers Creepers, lui, c'est tout l'inverse. On est en plein jour. Il y a une musique qui s'intensifie, oui, on voit que l'héroïne a du mal à faire démarrer sa voiture, mais le danger, on le voit. Donc la peur se fait moins ressentir que dans le premier. Deuxième chose, on voit que le camion est passé, ça redescend, on a l'impression que tout va bien se passer. L'héroïne ressouffle, elle respire, et là d'un coup, il y a le screamer à la vitre, d'accord? Le moment où le bruit strident a eu lieu, il était en décalage avec l'apparition du personnage. Donc le screamer, je trouve, est un peu raté. Comment on fait un bon screamer, du coup, vous allez me demander? Je suis là, je donne plein d'arguments, tac tac tac, mais comment on fait un bon screamer? C'est ça la question. Première chose essentielle, moins tu vois ce qui t'entoure, plus t'as peur.
C'est tout simple. Et pour ça, t'as deux manières de le faire. Soit c'est avec la lumière, car la lumière est un symbole de sécurité, que tu sois dans les films d'horreur ou même dans la vie en général, quand t'as de la lumière, tu te sens en sécurité. Si t'es dans une forêt en plein jour, tu vas te sentir bien. Tu fais une petite balade avec ton pote, ton chien, tout va bien. Mais je te mets dans la même forêt à 3h du mat, tout seul dans le noir complet, crois-moi que ce sera pas la même ambiance. On peut aussi faire la même chose, mais avec une caméra. Selon l'angle de vue, selon ce qu'on voit, ce que le réalisateur nous fait voir, on peut appréhender différemment la peur. Deuxième point, comme disait Hitchcock, There's no terror in the bang, only in the anticipation of it. qu'est-ce que ça veut dire là, ce baragouin? Ça veut dire que t'as pas peur du coup de fusil, mais du moment où il va y avoir le coup de fusil. Et là, la nuance, elle est très importante. Parce que c'est vrai en soi. T'as pas peur du jump scare en soi. T'as peur de toute la préparation qu'il y a autour. Dernier point, le bruit strident. T'as beau avoir une image terrifiante qui te saute à la tête, si t'as pas de gros bruit qui vient prendre le dessus de la bande son, Je tombe sur un raclo, mon pote, mate le son qu'il écoute. La techno à fond la caisse. ça te fera pas peur. Je vous montre un exemple. Allez, commencez là. Donc là, on l'a bien vu. Je t'ai montré un screamer qui vient du film Rec. Si t'as pas de gros bruit, ça ne te fait pas peur. Donc voilà, je pense que ce sont les principaux éléments pour réaliser un bon jumpscare. Bien évidemment qu'il en existe plein d'autres, mais j'ai pas le temps de tous les lister. Finalement, y a pas que ça qui fait peur dans les films d'horreur. Qu'on soit bien d'accord, et heureusement j'ai envie de vous dire, parce que si on regarderait ça que pour les jumpscares, ce serait chiant. Mais qui m'a envoyé? Donc là, je vais revenir à un exemple que j'ai utilisé encore avant, le film Hérédité. Le film ne compte que 8 jumpscares, et franchement, ce sont de petits jumpscares. Pour vous faire un ordre d'idée, dans Insidious, il y a 24 jumpscares, et c'est des bons jumpscares. Et pourtant, moi, j'ai trouvé que Hérédité était bien plus flippant et dérangeant que Insidious. Pour vous faire le topo d'Hérédité, Helen, grand-mère de la petite Charlie, meurt. Personne dans la famille ne semble affecté par ce décès, sauf la petite Charlie, qui fait des trucs vraiment zarbes. Genre vraiment. Elle est là, au goûter de 4 heures après les cours, elle va couper la tête d'un pigeon. Chacun son délire, après moi je juge pas. Ce qui rend ce film vraiment intéressant, c'est que c'est une situation habituelle finalement. Le deuil, malheureusement, ça arrive à tout être humain. Et dans sa première heure, on se rapproche plus d'un drame que d'un réel film d'horreur. On suit le malheur d'une famille qui a perdu une grand-mère, avec une petite fille qui est mal dans sa peau. C'est vraiment une ambiance lourde à supporter. Et en plus de ça, la prestation des acteurs est superbe. Et plus particulièrement Toni Collette, qui joue Annie, la mère de la maison. On croit vraiment à son jeu et on ressent la démence du personnage. Stop it. Get some help. Alex Wolff, qui joue Peter, le frère de Charlie, il fait lui aussi un excellent job dès la deuxième partie du film. Donc on a la preuve qu'on peut faire un bon film d'horreur sans le bourrer de jumpscare. Donc là, on entre dans un point crucial. Tout comme la technologie et les méthodes de réalisation, les mentalités du public et leur relation avec le cinéma d'horreur, elle évolue. Si on prend un vieux film, comme par exemple King Kong, sorti en 1933, à l'époque, on le considérait comme un film d'horreur. Mais aujourd'hui, on est bien d'accord, on le considère plus comme un film d'horreur. La technologie aussi, elle évolue. Donc les moyens de nous faire peur, ils sont bien plus poussés qu'à l'époque. Donc on va simplement comparer Poltergeist de Tobe Hooper, sorti en 1982, à Conjuring 2, le cas Enfield, de James Wan qui lui est sorti en 2016, ils n'ont rien à voir. Poltergeist a terrifié sa génération, mais je suis certain que de nos jours, les nouveaux fans du genre n'auront pas vraiment peur à la vision de ce film. Même que certains se moqueront des effets spéciaux qui ont mal vieilli, on peut les comprendre. On est tellement habitué de nos jours aux films à gros budget avec des gros effets spéciaux qu'on peut pas leur en vouloir de trouver un film mal fait. Et cela nous fait arriver à un point crucial. Est-ce qu'un film d'horreur doit faire peur pour être bon? Et s'il doit faire peur, doit-il le faire à plusieurs générations? Si vous voulez mon humble avis, il se doit d'être effrayant. Mais attention, qu'est-ce qui nous dit que Sinister n'aura pas mal vieilli dans 30 ans? Donc moi je pense qu'il faut juger les films d'horreur, et puis même les films en général, selon la période où ils sont sortis. Ils peuvent être certes durs à regarder, mais moi je pense qu'il serait malvenu de simplement juger ces films sur leurs mauvais effets spéciaux. Parce qu'il faut pas oublier que sans ces films d'horreur de l'époque, le cinéma d'horreur n'en serait certainement pas où il en est aujourd'hui. Il vaut donc mieux, au minimum, respecter ses œuvres, et au mieux, les regarder pour comprendre les réalisateurs d'hier qui vont inspirer les réalisateurs de demain. Merci de m'avoir écouté l'équipe, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker, partager, vous abonner si mon contenu vous plaît. Puis on se retrouve dans un mois pour la prochaine vidéo.